Bonjour, PSF 211, méthode de recherche en psychologie. Alors aujourd'hui, on va parler des comités d'éthique à la recherche. Comme dans le cadre de la dernière présentation, on avait parlé évidemment des différents principes de éthique d'une recherche. Ok. Et là, on va parler de la façon dont typiquement on s'y prend pour s'assurer qu'une recherche respecte ces principes-là. Et ça passe à travers la formation, ben pas la formation, mais ça passe à travers un comité de personnes qui a comme but d'évaluer l'éthique d'un projet. Ce qu'on appelle typiquement un comité d'éthique de la recherche ou un CER. Alors, il y en a un dans chaque institution. Il y en a chaque institution où il y a de la recherche qui se fait. Et il y en a un même ici au Collège militaire royal. Donc, qu'est-ce que c'est? Bien, un comité d'éthique à la recherche a comme but de s'assurer que la recherche qui inclut des participants humains est conduite de manière éthique. Et j'irai plus loin que ça. Il y a aussi des comités d'éthique à la recherche qui se penchent sur des recherches pas faites sur des humains, mais sur des animaux aussi. Parce que les animaux, on se doit aussi de les traiter de manière éthique. J'ai l'impression que inclus ici devrait prendre un E au lieu d'un T, mais il est trop tard. Donc, la plupart des collèges, universités, hôpitaux de recherche ont ce type de comité-là. Typiquement, ça va prendre la forme de 5 ou 6 membres qui ont des expériences variées. Vous avez au moins un ou une scientifique là-dedans. Vous avez une personne avec des intérêts académiques, mais au-delà de juste les sciences. Vous avez la plupart du temps un ou plusieurs membres de la communauté qui n'ont pas de lien formel avec l'institution en tant que telle. C'est comme des citoyens intéressés, des leaders communautaires, des intervenants. Euh, et ces gens-là, tous ensemble, se penchent sur les différents projets de recherche. Si la recherche porte sur des groupes comme des prisonniers, il doit y avoir un membre dans le comité d'éthique qui va jouer spécifiquement le rôle de défenseur des droits des prisonniers. Okay? Euh, pour s'assurer, comme je parlais dans le cadre du dernier PowerPoint, qu'il n'y a pas de manque au niveau éthique. Euh, Qu'est-ce qui se passe si vous êtes dans le cadre, si vous travaillez dans un comité d'éthique à la recherche, ok? Ben, ce qui fait, ce qui arrive, c'est que vous recevez des demandes. Disons, si moi je veux faire une recherche quelconque, je peux pas juste commencer. Il faut que je fasse une demande au comité d'éthique à la recherche du collège ici, parce que je travaille au collège ici. Je travaillais dans une autre institution universitaire, ce serait celui d'une autre institution universitaire. Et Queens en a une, l'Université d'Ottawa en a une, toutes les universités en ont une. OK? Et donc, il faudrait que j'écrive un long document qui décrit la recherche, qui décrit qu'est-ce que je vais faire, qui décrit le matériel que je vais utiliser, qui décrit les avantages, les désavantages prévus, qui décrit qu'est-ce que je vais faire pour maintenir l'anonymat, la confidentialité, Et ensuite, je vous envoie ça à vous, membres du comité d'éthique de la recherche. Et vous vous penchez sur cette demande-là. OK? Donc, ça demande vraiment à moi de soumettre un dossier vraiment complet qui décrit la recherche, les risques, les bénéfices, la procédure, la méthode, comment je vais faire pour m'assurer que les gens donnent leur consentement, comment je vais faire pour assurer qu'il y a de l'anonymat ou de la confidentialité. Et la façon dont vous allez fonctionner pour donner votre approbation ou votre désapprobation du projet, par exemple, c'est que ben, ça peut varier selon différentes institutions. Okay? Par exemple, il y a différentes institutions où si l'étude est jugée très peu risquée, comme c'est comme un questionnaire complètement anonyme, online, sur vos préférences, sur les marques que vous préférez de souliers, par exemple. Si je fais un questionnaire sur la préférence des souliers des gens, des marques de souliers, puis c'est online, c'est complètement anonyme, mais dans certaines universités, le comité va juste se rendre compte de ça, puis là, va dire, OK, on n'a pas besoin de se rencontrer pour discuter de ce cas-là. On va juste élire une personne qui va décider que c'est beau. Parce qu'il y a tellement plus de risques. T'sais. Mais dans certaines études où il y a plus de risques, ben là, le comité va définitivement se rencontrer pour essayer de prendre une décision qui est la meilleure pour les participants et les participantes.
Donc, un CER, un comité d'éthique à la recherche, ne devrait pas permettre la recherche qui viole les droits humains des participantes et des participants. Il ne devrait pas non plus permettre des projets qui comportent un risque non raisonnable. Okay? Donc, si vous faites beaucoup de détresse aux participants dans un but qui en vaut pas vraiment la peine, ben c'est non raisonnable. Okay? Ou même le comité devrait aussi rejeter un projet qui est juste mal fait, qui n'a aucun but ou qui n'a aucune logique. Disons que j'invente un projet complètement fou, puis ça n'a aucun rapport, c'est n'importe quoi. Je vais pas. J'ai pas l'intention de causer de la détresse aux participants, rien. Mais c'est vraiment n'importe quoi, mon projet. Puis un bon comité d'éthique à la recherche devrait dire on comprend pas votre projet, ça fait pas de sens, pouvez-vous plus. En quelle manière est-ce que c'est un projet utile pour la science, et ainsi de suite. Parce que souvenez-vous que le comité d'éthique à la recherche juge aussi que demander à des participants de donner 30 minutes ou 1 heure de leur temps, ou même plus dans certains cas, pour un projet qui fait aucun sens, c'est d'une certaine manière, c'est heurter les participants, dans le sens où vous gaspillez leur temps. Okay? Et donc, le comité d'éthique va se pencher là-dessus. Son but, c'est vraiment de voir est-ce que ce projet-là a des problèmes au niveau des droits humains, au niveau des risques non raisonnables, et est-ce que c'est un projet qui est logique, qui a un but, et ainsi de suite. Fait intéressant, hein? C'est qu'en psychologie, vous avez parfois certains projets dont l'éthique est irréprochable. Il n'y a pas de problème au niveau éthique, ça marche. Personne n'est brimé, ça fait du sens, tu sais. Mais c'est sur quelque chose de très controversé. Un projet très, très controversé. Des trucs, par exemple, je sais pas, sur les croyances homophobiques ou des trucs sur, par exemple, la réalité virtuelle pour essayer d'aider les personnes qui sont qui ont des tendances pédophiliques, de pédophilie, à mieux gérer leur état, leur état lorsqu'ils voient des enfants puis se retrouvent dans cet état-là où ils sont sexuellement attirés, par exemple. Bon, juste en parler, c'est des projets vraiment controversés. Okay? Un comité d'éthique à la recherche n'a pas rapport à dire « Ah non, ce projet-là, c'est trop controversé, vous pouvez pas faire ça. » C'est pas sa job du tout. Sa job, c'est est-ce que au niveau de l'éthique, ça fonctionne. Que le sujet de la recherche soit controversé dans la société, ça devrait pas être un problème pour le comité d'éthique à la recherche. Malheureusement, il y a dans certaines institutions, ça s'est vu, des cas où l'idéologie politique de certains membres dans des comités d'éthique à la recherche a fait en sorte qu'ils ont empêché certaines recherches simplement parce qu'ils n'aimaient pas le domaine, ils n'aimaient pas le sujet, c'était des recherches controversées. Okay? Puis on voit ça autant politiquement à gauche qu'à droite. Mais ça ne devrait pas être le cas. Son but est simplement de faire le balance entre le bien-être des participants et l'objectif des chercheurs. Est-ce qu'on a trouvé le point parfait où le bien-être des participants est maximisé et leur détresse est minimisée et l'objectif des chercheurs est rencontré? Okay? Parce que l'objectif des chercheurs, c'est toujours de viser à contribuer aux nouvelles connaissances dans un domaine particulier. Donc, c'est un objectif noble, mais il faut le faire en essayant de minimiser le plus possible la détresse possible des participants. Et je dis ça en sachant qu'il y a énormément de projets en psychologie où la détresse est nulle. Là. Il n'y a pas de détresse à remplir des sondages ou à être assis devant un ordinateur puis peser sur des boutons lorsque vous voyez un point rouge ou quelque chose comme ça. C'est pas... Mais il y a des domaines où oui, c'est un problème. Le comité d'éthique à la recherche va exiger évidemment que vos participants consentent de manière libre et éclairée. Okay? Je pense que j'avais déjà parlé un peu de ça, mais dans un consentement libre et éclairé, vous devez expliquer l'étude aux participants potentiels. Mais des fois, quand on est très technique,
on peut expliquer l'étude d'une manière très technique en utilisant un vocabulaire que les participants ne vont pas nécessairement comprendre. Et ça, c'est considéré non éthique. Parce que si je te dis, bon, on va faire telle affaire, puis j'utilise des mots que tu ne comprends pas parce que c'est des mots scientifiques et que juste quelqu'un qui est expert dans le domaine comprend, ben, je ne suis pas en train de prendre une décision libre et éclairée parce que je ne comprends pas le langage nécessairement. Donc, le chercheur se doit d'expliquer l'étude aux participants potentiels dans un langage courant, un langage compris par tout le monde. Okay? Et s'il travaille avec des enfants, n'oubliez pas que les parents doivent consentir, mais ils doivent aussi avoir le consentement de l'enfant. Et quand il explique l'étude à l'enfant, il faut qu'il s'adapte aussi son langage à l'enfant. Okay? Donc, utiliser plus des mots plus simples, des phrases plus courtes, etc., etc. Et il doit lui donner la chance aux participants potentiels de choisir s'il veut participer ou non. Okay? Donc, un participant dans une étude peut choisir s'il veut participer ou non. Et c'est frustrant des fois quand on a travaillé fort pour obtenir des participants, puis là, il y a un participant qui dit « Ah, non, ça ne me tente pas ». Oui, c'est frustrant en tant que chercheur, mais en tant que chercheur, on garde ça pour nous parce qu'on comprend que les participants ont le droit de ne pas participer s'ils ne veulent pas. Et c'est comme ça. Okay? Et on n'a rien à dire, rien à faire, c'est comme ça. Typiquement, ça va se faire via un document écrit. T'sais, on présente la procédure, les risques, les bénéfices dans ce document-là, les buts de l'étude, okay, sans révéler des détails qui pourraient biaiser les résultats. Toutefois, on essaie de faire un genre de balance par rapport à ça. Et le participant lit ça. Et typiquement, on lui demande de signer 2 copies du consentement, une pour lui qu'il garde et une pour le chercheur, pour nous dans le fond, pour nos dossiers à nous. Okay? Comme ça, lui a une preuve qu'il a consenti de participer, puis moi j'ai une preuve qu'il a consenti de participer. Maintenant, il y a certains contextes dans lesquels ce consentement-là écrit n'est pas nécessaire. Ça peut être surprenant à entendre parce qu'on se dirait mais pourquoi diable est-ce qu'on ferait de la recherche sur quelqu'un sans demander son consentement si c'est quelque chose de si central au niveau éthique. Mais c'est qu'il y a certains contextes. Par exemple, la recherche éducationnelle avec un niveau de risque faible. Je vais vous donner un exemple. Disons que je suis un chercheur en psychologie de l'éducation, quelque chose comme ça, puis j'aimerais vérifier l'impact d'une certaine stratégie pédagogique, une certaine stratégie d'enseignement sur l'apprentissage des élèves au secondaire, par exemple. Et ce que ça veut dire, c'est que mon plan, c'est d'avoir des profs dans des classes avec des élèves et puis demander à... Disons que je prends 10 classes. Je demanderais à 5 classes, je demanderais à leurs profs de changer quelque chose de très spécifique, très petit par rapport à leur méthode d'enseignement, okay, pour suivre ma méthode. Puis aux autres, je leur demanderais de faire comme normalement. Okay, donc j'ai 2 groupes, 5 profs avec leur classe, que les profs vont adapter leur méthode un tout petit peu pour fitter avec mon étude. Et puis l'autre groupe de 5 profs, ils vont faire comme normalement. Ça serait mon groupe contrôle. Okay? Ben dans ce cas-ci, c'est pas comme si les profs à qui je demande d'adapter leur méthode, disons que je leur demande par exemple, je sais pas moi, prenons quelque chose de vraiment idiot. Imaginons que ma théorie, c'est que les étudiants apprendront mieux avec la musique. Fait que je demande aux 5 profs dans le groupe expérimental, je leur demande au moins une fois par semaine de mettre de la musique douce en classe, par exemple. Alors que les 5 autres profs dans mon groupe contrôle, je leur demande de ne pas en mettre. OK? Disons quelque chose de simple comme ça. Mais là, il y a peu de risques. Okay? C'est de la musique douce dans le background. On ne change pas ce qu'on enseigne aux étudiants, donc on ne met pas à risque leur éducation. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais devoir faire, c'est probablement, évidemment, je vais devoir obtenir l'approbation de mon comité éthique à moi. OK? Mais puis je vais devoir obtenir à l'école, dans les écoles où je vais faire ce testing-là, je vais devoir probablement avoir la permission du directeur, peut-être de la commission scolaire, puis des profs aussi, okay, qui veulent participer, mais pas des étudiants.
j'aurais pas besoin du consentement des élèves de participer à cette recherche-là. Parce que c'est une recherche éducationnelle. Il y a quelque chose à propos de ça. Je ne suis pas certain de savoir l'histoire de pourquoi, mais peut-être qu'on considère que c'est tellement important qu'on n'a pas besoin... en tout cas, il doit y avoir une histoire par rapport à ça. Mais bref, à cause que c'est de la recherche éducationnelle avec un niveau de risque faible, j'ai pas besoin d'avoir le consentement de tous les élèves et de tous leurs parents. Okay? Ce serait probablement bien, toutefois, que j'envoie à la fin une lettre aux parents disant hey, on a fait telle affaire dans la classe de votre élève, notre but c'était telle chose, c'est au moins pour garder les parents au courant. Et que je fasse la même chose avec les étudiants, en fait, mais à la fin de l'étude seulement, pour s'assurer que ça ne biaise pas les résultats. Si mon questionnaire est complètement anonyme, ben, j'ai pas vraiment besoin de consentement dans le sens où, si tu veux... C'est parce que quand tu fais de la recherche avec un questionnaire, là, disons un questionnaire online, ben, si tu consens, personne ne te tord le bras. Là. Donc, si tu consens à remplir le questionnaire, tu remplis le questionnaire. Si tu ne consens pas à remplir le questionnaire, ben, tu ne le remplis pas. Donc, je n'ai pas techniquement besoin d'une feuille qui dit « Je consens à remplir ce questionnaire-là », puis là, je le remplis. Si un participant ne veut pas participer, il ne remplit pas le questionnaire, c'est tout. Donc, on n'a pas besoin de cette étape-là. Surtout ce questionnaire complètement anonyme. Et aussi de la recherche par observation naturelle. Si, je sais pas moi, si je veux observer, bon, revenons sur la musique. Je m'intéresse à l'impact de la musique sur les consommations, par exemple, au niveau de la nourriture. Est-ce que le fait de jouer de la musique, ça fait que les gens ont plus le goût d'acheter de la crème glacée, puis des chips, puis des trucs comme ça? C'est vraiment juste inventé on the spot. Là. Ben, disons que j'irais dans un centre commercial, là, puis je négocierais avec le centre commercial, je leur dis que, écoutez, je vais faire une étude, puis tout ça, puis disons, même allons plus en détail. Imaginons que il y a une théorie qui suggère, pour la tester, ça suggère que lorsque les gens écoutent de la musique qui est organisée selon une gamme majeure, ça leur fait plus manger que s'ils écoutent de la musique qui est mineure, comme en la mineur ou en ré mineur, versus majeur. Majeur fait plus manger que mineur. Si vous ne connaissez pas beaucoup de la musique, de la théorie de la musique, je pourrais le redire comme de la musique qui sonne plus joyeuse ferait plus manger les gens que de la musique qui sonne plus triste, par exemple. OK? Ben, là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais aller dans le centre commercial et je pourrais négocier avec le centre commercial et s'ils acceptent, je pourrais... par exemple, disons, lundi, je ferais jouer juste de la musique sur les speakers, je ferais jouer juste de la musique, parce que tout le temps, généralement, de la musique de fond, là, dans un centre commercial, très souvent, en fait. Je ferais juste jouer de la musique en majeur, puis mardi, je ferais juste jouer de la musique en mineur. Okay? Puis moi, j'aurais quelqu'un qui est planté dans la food court, là, dans l'endroit là, où il y a tous les restaurants, là, et qui compterait le nombre de personnes qui viennent acheter quelque chose. Bon, ça serait une étude par observation naturelle. J'observe les gens. Je leur pose pas de questions. Je fais juste compter le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent de la food court avec de la nourriture. Okay? Donc, dans ce cas-ci, j'ai pas besoin de dire à tout le monde « Hey, on fait une étude, on peut avoir notre consentement? » Non, je fais juste observer les gens. Okay? On voit souvent de ces études-là par observation dans une salle de classe où quelqu'un va se pointer ou mettre une vidéo, par exemple, et filmer une salle de classe pour voir comment la salle de classe interagit. Par exemple, s'il s'intéresse à l'agressivité ou chez les enfants ou quelque chose comme ça. Okay? Ou un musée pourrait être utilisé si on s'intéresse à, par exemple, je sais pas moi, à l'impact des couleurs sur la curiosité des gens. Alors là, ce qu'on verrait, c'est on aurait une salle dans un musée qui est d'une couleur très spécifique, puis on voit si les gens restent plus longtemps dans cette salle-là
par curiosité pour ce qu'il y a dans cette salle-là, par exemple. Tu sais, ben, c'est juste de l'observation. On ne demande pas aux gens des choses, on n'interagit même pas avec eux. Okay? Donc, dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de leur consentement libre et éclairé. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de se conduire de manière non éthique dans ces contextes-là. Okay? Donc, même si je n'interagis pas avec eux et je n'ai pas besoin de leur consentement, je dois quand même m'assurer de minimiser leur douleur ou leur détresse. Dans le cadre de mon étude dans le centre commercial, je m'assurais que la musique n'est pas trop forte pour que tout le monde dans le centre commercial ait mal à la tête. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand-chose que je peux... Il n'y a pas grande détresse là, tu sais. OK. Donc, on va parler maintenant de déception. Donc, la déception est quelque chose de souvent utilisé en psychologie. Il y en a qui utilisent une forme plus forte de déception, d'autres une forme plus faible, et on va parler de ça. Donc, certaines études, surtout en psychologie sociale, en fait, vont utiliser des formes assez fortes de déception. C'était le cas dans l'étude de Milgram dont on a parlé. Okay? Dans l'étude de Milgram, il y avait de la déception. Quelle était la déception? Ben, c'est que les participants ne savaient pas qu'ils donnaient des faux chocs. Premier élément de déception. Les participants ne savaient pas que le bonhomme qui recevait ces faux chocs était un acteur. Deuxième élément de déception. Puis il y en avait peut-être d'autres si on y réfléchit plus longuement. Là. Mais il y a d'autres études, par exemple en psychologie sociale, on veut savoir comment vous réagissez dans différentes situations, comment votre réaction est fonction du nombre de personnes qui sont présentes. Donc, vous pourriez y avoir des études où quelqu'un est un acteur qui joue le rôle de quelqu'un qui va faire une action répréhensible, comme voler un portefeuille devant vous, puis là, on veut voir comment vous allez réagir, et ainsi de suite. T'sais. Donc, vous ne savez pas que c'est un acteur qui joue ce rôle-là, vous ne savez pas que l'expérimentateur est dans le coup, et ainsi de suite. Donc, souvent, il y a de la déception en psychologie sociale. Dans les études classiques de psychologie sociale, là, il y avait beaucoup de déception. Okay? Mais même si je fais une étude très simple, comme par exemple le café sur la mémoire, par exemple. Deux groupes. Un groupe qui reçoit du café, un autre groupe qui reçoit du café décaféiné, puis ensuite on leur fait faire un test de mémoire, puis on voit qui a la meilleure performance. Mais même dans une étude comme ça, il y a de la déception. Vous pourriez me dire, mais il n'y a pas personne qui fait semblant d'être quelqu'un qui en réalité il n'est pas. Oui, non, c'est vrai. Mais il y a quand même de la déception dans un sens qu'on ne dit pas aux gens s'ils sont dans le groupe expérimental qui reçoit vraiment le café ou dans le groupe contrôle qui reçoit le café décaféiné. Bien qu'en tant que buveur de café, je pense que je pourrais dire la différence au niveau du goût. Là. Mais en tout cas, imaginons que ça fonctionnerait. On ne dit pas non plus aux participants, on ne va pas dire aux participants, le but de l'étude, c'est de vérifier si la caféine va vous rendre meilleur dans le test de mémoire qu'on va vous donner. Fait que vous êtes dans le groupe où on va vous donner la caféine, puis on va vous faire un test de mémoire, puis on s'attend à ce que vous ayez une meilleure performance. Puis vous, là, vous êtes dans le groupe placebo. Votre café, il goûte vraiment comme du café, hein, mais c'est du décaféiné. Fait que techniquement, vous ne devriez pas être meilleur au niveau de la mémoire. Fait qu'on va vous donner ce décaféiné-là, puis on va voir comment vous faites au niveau du test de mémoire. Ça serait complètement fou de dire ça aux participants. Même si tout ça est vrai, si tu leur dis, tu vas complètement ruiner le projet. Donc, il faut utiliser quand même un peu de déception, comme ça. Donc, ça contient quand même un certain élément de déception. La différence peut être comprise en partie en réfléchissant à la différence entre l'omission et la commission. Alors, l'omission, c'est le fait d'omettre de dire certains détails. Et la commission, c'est de mentir sur certains détails. OK? Un exemple très simple, c'est si hier je suis allé au zoo avec mes parents et on me demande qu'est-ce que tu as fait hier, si je dis je suis allé au zoo, c'est de l'omission. Parce que c'est vrai, je suis vraiment allé au zoo. Je n'ai pas menti. J'ai juste omis de dire que j'étais avec mes parents. Alors que si je vous demandais qu'est-ce que tu as fait hier, puis je suis allé au zoo avec mes parents, mais je vous dis je suis allé pêcher avec mon voisin, ben là c'est complètement de la commission. C'est complètement mentir sur certains détails. Okay? Donc, dans certaines études, on va utiliser de la commission. Comme pour Milgram, le fait que les chocs étaient faux et que la personne qui recevait ces faux chocs était un acteur qui faisait semblant
et qui étaient dans le coup avec l'expérimentateur. Ça, c'était carrément de la commission. OK? Parce que on faisait croire que c'était un vrai participant qui recevait des vrais chocs, et ainsi de suite. Quand moi, dans mon étude sur le café, je ne dis pas aux participants dans quel groupe ils sont, puis je leur dis pas mes hypothèses parce que je veux pas ruiner le projet. Je vais leur dire après, toutefois. C'est plus de l'omission. Parce que je ne suis pas en train de leur mentir par rapport au... Je suis en train simplement de ne pas leur dire certains trucs. Et pour des raisons éthiques, souvenez-vous. Parce que si je leur dis ces trucs-là, ça va ruiner le projet, ça va ruiner les données. Et là, j'aurais perdu leur temps. Et c'est pas éthique de perdre leur temps.